Pendant que j'étais en voyage d'affaires, mes parents ont vendu ma voiture de sport de rêve pour financer l'escapade de luxe de ma sœur. À mon retour, ma mère a ricané, grâce à ta voiture, notre fille passe le meilleur moment de sa vie. J'ai eu un petit rire, et elle a lancé d'un ton sec, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Son sourire s'est effacé quand je lui ai dit. Car la voiture qu'ils avaient vendue était. Je m'appelle Chloé Miller et j'ai 29 ans. Le jour où je suis rentré à la maison, le garage était vide. Pas de voiture, pas de brillant, pas de bruit. Juste l'écho creux de la trahison. Maman, ai-je demandé, la voix tremblante. Où est ma Corvette? Elle a souri faiblement, presque fière. Ta sœur avait besoin d'aide, a-t-elle dit. Nous avons vendu ta voiture. La famille. D'abord. Je me souviens être resté là, ma valise toujours à la main, mon cœur battant dans mes oreilles. Ils avaient vendu la seule chose autour de laquelle j'avais passé des années à construire ma vie. Et ils n'ont même pas scié. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que vendre ma voiture ne leur a pas seulement coûté ma confiance. Cela leur a coûté leur tranquillité. Mais avant que je vous raconte comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous, et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Mon premier amour n'était pas une personne. C'était une machine. Elle n'avait pas de battement de cœur, mais elle avait une âme que je pouvais entendre dans le ralenti profond et vrombissant d'un moteur V8. Tout a commencé quand j'avais 6 ans. Chaque dimanche, mon grand-père venait me chercher dans sa vieille camionnette Ford. La cabine sentait la sueur de bois et l'huile de moteur, une odeur qui pour moi était synonyme de sécurité. Nous n'allions pas au parc ni au cinéma. Nous allions à des expositions de voitures de collection organisées sur les parkings poussiéreux de centres commerciaux fermés pour la journée. Pendant que les autres enfants étaient sur des balançoires, je parcourais des rangées de chrome poli et de peinture étincelante. Grand-père était un homme silencieux, mais quand il parlait de voitures, ses yeux s'illuminaient. Il désignait les capots brillants et murmurait, chaque voiture a une âme, ma petite. Il suffit d'écouter. Alors, j'ai écouté. J'ai entendu le grognement agressif d'une Mustang et le ronronnement régulier d'une Bel Air. J'ai vu les histoires dans les bosses et les rayures des modèles non restaurés, et la fierté dans la finition impeccable de ceux qui étaient chéris. Les autres filles de mon âge jouaient à la poupée, les habillant de vêtements roses. Moi, je tombais amoureuse de l'acier, du verre et de l'essence. Le jour où je l'ai vue pour la première fois, j'ai eu l'impression que le monde s'était arrêté. C'était une Corvette Stingray de 1969, peinte d'un rouge rallye brillant qui semblait capter toute la lumière du soleil. Elle avait des lignes acérées et agressives, comme un requin fendant l'eau, et des bords chromés qui brillaient si fort qu'ils faisaient mal aux yeux. Elle n'était pas seulement belle, elle était puissante. Elle donnait l'impression de bouger même à l'arrêt. J'ai tourné autour, ma petite main planant au-dessus de la peinture, trop effrayée pour toucher quelque chose d'aussi parfait. J'ai regardé à l'intérieur les sièges en cuir noir et le tableau de bord simple et épuré. J'ai tiré sur la manche de mon grand-père. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, d'une voix à peine audible. Il s'est agenouillé à côté de moi, son visage ridé s'illuminant d'un large sourire. Ça, Chloé, c'est un morceau de l'histoire américaine. C'est une Corvette Stingray. Le meilleur du meilleur. Juste là, sur ce parking surchauffé par le soleil. Avec l'odeur des hot-dogs et des gaz d'échappement dans l'air, je me suis fait une promesse. C'était une promesse silencieuse et sérieuse que seul un enfant peut faire. J'en posséderai une un jour. Ce ne serait pas un cadeau. Ce ne serait pas un prêt. Elle serait à moi. J'ai parlé de mon plan à mon grand-père. Il n'a pas ri et ne m'a pas dit que c'était un rêve idiot pour une petite fille. Il m'a juste regardé, son expression sérieuse, et a hoché la tête. Alors. Travaille pour l'avoir,
a-t-il dit, d'une voix ferme mais bienveillante. Économise ton argent. Apprends tout ce que tu peux. Rien n'a plus d'impact et rien n'est plus gratifiant que ce que tu gagnes par toi-même. Il était là. Seule personne de ma famille à m'avoir jamais parlé de cette façon. Il ne me voyait pas comme une fille qui avait besoin d'être protégée. Il me voyait comme une personne capable de construire des choses. Pour mes anniversaires, il m'achetait des maquettes de voitures au lieu de poupées. Il m'a appris à faire la vidange de sa camionnette quand j'avais 10 ans, ma petite main peinant avec la clé à molette. Il m'a expliqué ce qu'était un carburateur, comment les pistons s'allumaient, et pourquoi le son d'un moteur était comme de la musique. Si on savait l'écouter. Ces leçons ne portaient pas seulement sur les voitures. Elles portaient sur la vie. Quand j'avais une mauvaise note, il ne me plaignait pas. Il disait, alors, c'est quoi le plan? Comment vas-tu arranger ça? Quand je voulais un nouveau vélo, il m'aidait à trouver des voisins qui avaient besoin de faire tondre leur pelouse. Il m'a appris que les problèmes n'étaient pas des murs. C'était juste des énigmes à résoudre. Et il m'a appris que l'apitoiement sur soi était la chose la plus lourde et la plus inutile qu'une personne pouvait porter. Quand il est décédé d'une crise cardiaque à mes 15 ans. C'était comme si le monde avait perdu son moteur. Le silence qu'il a laissé derrière lui était assourdissant. Ma famille l'a pleuré, bien sûr, mais pour moi, j'avais perdu mon encre. J'avais perdu la seule personne qui me voyait tel que j'étais. À ses funérailles, mon oncle m'a tendu une petite boîte à outils graisseuse. Il voulait que tu aies ça, a-t-il dit. À l'intérieur se trouvaient les clés et les tournevis préférés de grand-père. Dans une poche latérale était glissée une photo délavée de lui, posant fièrement à côté d'une Corvette rouge lors d'une exposition de voitures des années auparavant. C'était elle, celle que j'avais vue à 6 ans. J'ai su alors que mon rêve n'était plus seulement un rêve. C'était une promesse que je lui faisais. Posséder cette voiture serait ma façon de dire, j'ai écouté. J'ai appris. Je l'ai fait. Moi-même, comme tu me l'as dit. La Corvette n'était pas juste une voiture. C'était son héritage, et ça allait être mon avenir. En grandissant, j'ai appris que l'amour dans notre maison n'était pas égal. Il était conditionnel. C'était une ressource, et elle était allouée presque entièrement à ma sœur aînée, Alais. Notre famille était un petit système solaire, et Alais était le soleil. Mes parents, et par extension moi, n'étions que des planètes prises dans son orbite. Alais était la douce. C'est ainsi qu'il l'appelait. Elle était jolie, avec des cheveux blonds et doux et de grands yeux bleus qui pouvaient se remplir de larmes en un instant. Elle était fragile, émotive, et selon nos parents, avait constamment besoin de protection et de soutien. Si elle voulait quelque chose, elle l'obtenait. Si elle était contrariée, toute la maison s'arrêtait jusqu'à ce qu'elle retrouve le sourire. Moi, j'étais la forte. J'étais celle qui était si indépendante et si résiliente. Ce n'étaient pas des compliments. C'était des excuses. C'était des raisons de détourner le regard, de ne pas offrir d'aide. De supposer que j'allais bien. J'ai appris à être forte parce que je n'avais pas d'autre choix. La différence se voyait dans les petites choses, les moments du quotidien qui construisent une enfance. Quand Alais avait 8 ans, elle voulait être ballerine. Mes parents ont dépensé des milliers de dollars en cours. Pointe et tutu froufroutant. Elle a arrêté après 6 mois parce que c'était trop difficile. Personne n'a rien dit. Quand j'avais 8 ans, je voulais rejoindre un club de jeunes mécaniciens. Mon père a ri et a dit, Chloé, tu vas mettre de la graisse partout sur tes vêtements. Ma mère m'a suggéré d'essayer quelque chose de plus convenable, comme la poterie. J'ai économisé mon argent de poche pendant des mois pour payer moi-même les frais d'inscription. Quand Alais s'écorchait le genou, ma mère accourait, armée de pansements à
Motif de dessins animés et de baisers pour que ça aille mieux. La seule fois où je suis tombé d'un arbre et me suis cassé le bras, je suis rentré à la maison. Seul, le berçant contre ma poitrine. Quand ma mère m'a vu, ses premiers mots ont été « Oh, franchement, Chloé, à quoi pensais-tu en grimpant si haut ?» Aux urgences, elle a passé la plupart du temps au téléphone, assurant à Alais que tout allait bien et qu'elle ne manquerait pas son récital de danse. J'étais assise là, mon bras lancinant dans un plâtre temporaire, et j'ai compris que même ma douleur était un inconvénient. Ce n'était pas qu'ils étaient des gens cruels. Ce n'étaient pas des monstres. Dans leur esprit, ils étaient justes. Ils donnaient à chacune de nous ce dont nous avions besoin. Alais avait besoin d'un soutien constant. Moi, apparemment, je n'avais besoin de rien. Quand elle pleurait, elle recevait des câlins. Quand je pleurais, on me disait « Tu trouveras une solution, Chloé. Tu y arrives toujours. » Alors, j'ai arrêté de pleurer devant eux. Mes émotions sont devenues privées. Des choses à gérer seule. Dans ma chambre, tout comme mes devoirs et mes rêves. Cela ne m'a pas rendu amer. Cela m'a rendu discipliné. Cela a creusé un espace en moi qui était mien et uniquement mien. Pendant qu'on donnait des choses à Alais, j'apprenais à les mériter. Pendant qu'on la louait pour sa sensibilité, je développais de la force. Le lycée a été une masterclass de cette dynamique. Alais était une pom-pom girl, populaire et sociable sans effort. Ses notes étaient moyennes. Mais mes parents étaient fiers de ses compétences relationnelles. Moi, j'étais à la bibliothèque pendant le déjeuner, à étudier. J'avais les meilleures notes. J'ai rejoint l'équipe de maths et j'ai trouvé un travail à temps partiel dans un garage local, à balayer les sols et à apprendre des vieux mécaniciens. Mes bulletins scolaires étaient accueillis par un simple « C'est bien, ma chérie ». La nomination de Alais comme reine du bal de fin d'année a eu droit à une fête. Le jour où nos lettres d'admission à l'université sont arrivées a été l'exemple le plus clair. Alais a été rejeté de ses premiers choix et était dévasté. Mes parents ont passé la soirée à la réconforter, à chercher d'autres options, à lui dire que c'était la perte de l'université. Ils ont commandé son plat à emporter préféré et ont loué son film favori. Ma lettre est arrivée dans le même courrier. J'avais obtenu une bourse d'études complète pour le programme d'ingénierie de l'Université de l'Illinois. Quand je l'ai montré à mes parents, mon père y a jeté un œil et a dit « Eh bien, c'est super, ma chérie. Au moins, nous n'aurons à nous soucier que d'une seule scolarité maintenant. » Mon succès n'était pas une raison de célébrer. C'était la solution à un problème financier. J'ai vu Alais recevoir une voiture neuve pour sa remise de diplôme, afin qu'elle puisse se rendre au community college local. C'était une voiture pratique, une voiture sûre, un cadeau. Moi, j'ai pris le bus pour aller à mon travail tout l'été pour économiser pour une vieille Honda cabossée avec une aile rouillée et 150 000 miles au compteur. J'ai passé une semaine dans l'allée avec les outils de mon grand-père, à la réparer moi-même. Mes parents n'ont pas offert leur aide, ni financière ni manuelle. Ils m'ont juste dit de faire attention à ne pas laisser de taches d'huile sur le béton. Cette fin, la fin. D'être vu, d'être valorisé, de construire quelque chose pour moi que personne ne pourrait ignorer, est devenu mon moteur. C'était le carburant dans mon moteur. Il pensait élever une fille fragile et une fille forte. Ce qu'il faisait en réalité, c'était d'entraîner l'une à être dépendante et de forcer l'autre à devenir puissante. Il n'avait aucune idée de la machine qu'il était en train de construire. L'université a été mon évasion. Pour la première fois, j'étais jugé sur mon travail, pas sur mon rôle dans la famille. Je me suis jeté à corps perdu dans mes études. Pendant que les autres étudiants faisaient la fête, j'étais à la bibliothèque ou au laboratoire d'ingénierie. Je vivais de café bon marché et de nouilles instantanées.
Je ne voyais pas ça comme un sacrifice. Je le voyais comme un investissement. Chaque nuit blanche, chaque manuel que je lisais jusqu'à ce que les mots deviennent flous, était une brique dans les fondations de la vie que je me construisais. Une vie où je n'avais besoin de l'approbation de personne. Après avoir obtenu mon diplôme en tête de ma promotion, j'ai accepté un poste exigeant dans un cabinet financier de haut vol à Chicago. Le travail était brutal. Ce n'était pas de l'ingénierie, mais ça payait exceptionnellement bien, et je savais que l'argent était l'outil le plus rapide pour atteindre mon but. Les horaires étaient éreintants, 70 heures par semaine, parfois plus. J'étais à mon bureau avant le lever du soleil et je partais souvent bien après son coucher. Ma vie sociale était inexistante. Mon appartement était une petite boîte stérile dans un immeuble quelconque, loin des quartiers branchés de la ville. C'était juste un endroit pour dormir quelques heures avant de retourner au bureau. Mais je ne me plaignais pas. J'avais une photo de la Corvette Rally Red de 1969 collée sur mon écran d'ordinateur. C'était mon étoile polaire. Les jours où mes yeux brûlaient à force de fixer des feuilles de calcul et où mon cerveau était engourdi par des calculs sans fin, je regardais cette photo. J'entendais la voix de mon grand-père dans ma tête. Rien n'est plus gratifiant que ce que tu gagnes par toi-même. Je suis devenu un fantôme dans ma propre vie. Je préparais mes déjeuners chaque jour. Généralement les restes d'un simple dîner que j'avais cuisiné la veille. Je préparais mon café à la maison et l'emportais dans un thermos. Je sautais les happy hours avec mes collègues, refusais les invitations pour des week-ends et portais les mêmes vêtements professionnels simples jusqu'à ce qu'ils soient usés. Chaque centime que j'économisais allait sur un compte bancaire séparé, que j'avais surnommé le « fonds Stingray ». Pendant 5 ans, ce fut ma vie. Un cycle de travail, de sommeil et d'économie. Mes parents appelaient parfois. Les conversations étaient toujours les mêmes. « Comment va le travail, ma chérie ?» demandait ma mère. « C'est chargé, mais ça va bien », répondais-je. Puis la conversation changeait de sujet. « C'est bien. Tu sais, ta sœur a du mal avec son nouvel appartement. Le loyer est si élevé. On a dû l'aider un peu ce mois-ci. » Ale avait enchaîné 3 emplois différents depuis l'université, ne restant jamais plus d'1 an au même endroit. Elle vivait dans un appartement branché du centre-ville que mes parents subventionnaient. Elle prenait des cours de yoga, participait à des brunchs coûteux et se plaignait d'être fauchée. J'écoutais au téléphone, une colère silencieuse bouillonnant dans ma poitrine. Et puis je virais $100 de plus sur le fonds Stingray. Son besoin constant d'assistance était un rappel permanent de la raison pour laquelle je devais être indépendante. Finalement, après 5 ans d'économies acharnées, le montant sur mon compte en banque était celui qu'il fallait. J'ai commencé à chercher. C'est devenu ma nouvelle obsession. Chaque soir, après une journée de travail de 12 heures, je parcourais Internet à la recherche de forums de voitures de collection, de sites d'enchères et d'annonces de vendeurs privés. Je voulais la parfaite, une Stingray de 1969 restaurée, rouge rallye, avec le moteur d'origine. Si possible. Après des mois de recherche, je l'ai trouvée. Elle était mise en vente par un vieil homme dans une petite ville du Wisconsin qui avait passé une décennie à la restaurer dans son garage. Les photos étaient magnifiques. La voiture était parfaite. Mon cœur battait la chamade quand j'ai composé son numéro. Le prix était de $85 000. C'était chaque dollar que j'avais économisé. Chaque vacances que j'avais sautées, chaque repas bon marché que j'avais mangé. Chaque nuit solitaire que j'avais passée à travailler, tout était là, dans ce chiffre. Je n'ai pas hésité. Le samedi suivant, j'ai pris un train pour le Wisconsin et un taxi jusqu'à la maison du vieil homme. Elle était là, dans son allée,
scintillant sous le soleil de l'après-midi. Elle était plus belle que n'importe quelle photo. Elle était réelle. J'ai tourné autour, la main tremblante en touchant le capot. Il était frais et lisse. Quand le propriétaire a tourné la clé, le moteur a rugi, un grondement profond et rauque qui a vibré à travers mes os. C'était le son de mon enfance, le son de mon grand-père, le son de la victoire. J'ai signé les papiers, transféré l'argent, et il m'a tendu les clés. Mes mains tremblaient en me glissant dans le siège du conducteur. L'odeur du vieux cuir et de l'essence a empli mes sens. J'ai saisi le fin volant en bois. C'était réel. Je l'avais fait. Le trajet de retour à Chicago a été le meilleur de ma vie. J'ai baissé les vitres, laissant le vent fouetter mes cheveux. Le moteur ronronnait comme la mémoire elle-même. Je n'étais plus là. Fille invisible, celle à qui on disait de se débrouiller. J'étais une femme qui avait construit son propre rêve à partir de rien. Alors que je m'engageais sur l'autoroute, le soleil couchant scintillant sur le long capot rouge, j'ai regardé le siège passager vide et j'ai murmuré à l'air libre, « Papy, on l'a fait. » Ramener la Corvette à la maison, c'était comme faire entrer un morceau de mon âme dans le monde. C'était ma récompense, ma thérapie, mon lien avec mon grand-père. Je la traitais avec le même soin qu'une mère accorderait à un nouveau-né. Je la gardais dans un garage sécurisé et climatisé que je louais près de mon appartement. Je la lavais à la main chaque week-end et passais des heures à polir le chrome jusqu'à ce qu'il brille de mille feux. Ce n'était pas seulement une voiture pour conduire. C'était une œuvre d'art. Mon article. Quelques mois après avoir acheté la voiture, j'ai reçu la meilleure nouvelle de ma carrière. Mon entreprise m'envoyait à notre bureau de Londres pour un mois afin de diriger une transition client cruciale. C'était une opportunité énorme, un grand pas vers une promotion pour laquelle j'avais travaillé sans relâche. J'étais ravi, mais une pensée lancinante a immédiatement gâché mon excitation. Et la voiture? Le garage que je louais avait des règles strictes interdisant de laisser un véhicule immobile pendant 30 jours. La laisser dans la rue à Chicago était absolument hors de question. Mon esprit s'est immédiatement tourné vers le seul endroit qui aurait dû être le plus sûr au monde, la maison de mes parents en banlieue. Ils avaient un grand garage vide pour 2 voitures. Je l'ai et appelé, l'estomac noué par un sentiment d'anxiété familier. Je détestais leur demander quoi que ce soit. C'est tellement excitant, Chloé. Londres? A dit ma mère, la voix enjouée. Merci, maman. Écoute, j'ai une grande faveur à te demander. Je ne peux pas laisser ma voiture ici pendant un mois. Est-ce que ce serait possible de la garer dans votre garage pendant mon absence? Il y a eu une courte pause. Ta voiture? La vieille rouge, a-t-elle demandé. Oui, la Corvette. Elle ne gênerait absolument pas. Je la garerais juste sur un côté et vous auriez encore beaucoup de place. Mon père a pris l'autre. Combiné. Bien sûr, ma chérie. Pas de problème. Elle sera en sécurité ici. Nous en prendrons bien soin. Ces paroles se voulaient rassurantes, mais un petit nœud d'angoisse se serra dans mon ventre. J'ai essayé de l'ignorer. Il ne le ferait pas. Il ne pouvait pas. Il savait ce que cette voiture signifiait pour moi. Je leur avais raconté l'histoire de grand-père. Je leur avais montré les relevés de compte expliquant les 5 années de sacrifice. Ils devaient comprendre. Le week-end avant mon vol, j'ai conduit la Corvette jusqu'à leur maison. Je me suis garé dans leur allée, le faible grondement du moteur annonçant mon arrivée. Mon père est sorti pour m'aider à la positionner parfaitement dans le coin du garage, laissant beaucoup d'espace. Je lui ai tendu les clés. Il y a quelque chose d'important, ai-je dit, la voix sérieuse
m'assurant d'avoir toute son attention. Tu dois la démarrer une fois par semaine et la laisser tourner environ 10 minutes, juste pour maintenir la batterie chargée et les fluides du moteur en circulation. Mais s'il te plaît, ne la conduis pas. Et s'il te plaît, ne laisse personne d'autre y toucher. Ce n'est pas une voiture normale. Il a hoché la tête d'un air un peu dédaigneux, comme si j'étais trop dramatique. Compris, Chloé. La démarrer. Ne pas la conduire. Ce sera notre petit secret. Je me suis senti un peu mieux. Il avait promis. Cet après-midi-là, juste au moment où j'allais appeler un taxi pour rentrer en ville, la voiture de Haley est arrivée. Elle est sortie, l'air frustré, son téléphone collé à l'oreille. Elle se plaignait bruyamment à une amie. Quand elle m'a vu, elle a mis fin à l'appel et s'est approchée, une moue se formant déjà sur ses lèvres. Je n'arrive pas à y croire, s'est-elle plaint-elle, laissant tomber son sac sur le comptoir de la cuisine. Tout le monde part pour ce voyage incroyable à Bali le mois prochain, et je ne peux pas me le permettre. C'est tellement injuste. J'avais entendu cette histoire des centaines de fois. Elle était toujours au bord de la crise financière, généralement causée par ses propres habitudes de dépenses. J'ai essayé d'être patiente. Tu viens de commencer un nouveau travail il y a 2 mois, Haley. C'est super. Peut-être que tu pourrais économiser pour un voyage l'année prochaine. Elle a levé les yeux au ciel, comme elle le faisait toujours quand je lui offrais des conseils pratiques. Tu ne comprendrais pas, Chloé. Tu as ton super job et tout cet argent. Tu peux juste faire ce que tu veux. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer. Elle voyait ma vie comme facile, une collection de choses que je pouvais simplement faire. Elle n'avait aucune idée des compromis, de la discipline, de l'épuisement pur et simple qui avait payé pour ma vie. Pour elle, mon succès n'était que de la chance, tandis que ses difficultés étaient des injustices cosmiques. Il ne s'agit pas de faire ce que je veux. Haley, ai-je dit, ma voix plus froide que je ne l'aurais voulu. Il s'agit de faire des choix. J'ai choisi de travailler et d'économiser. Tu as choisi de dépenser. Elle a poussé un soupir frustré. Tu vois, c'est pour ça que je ne peux pas te parler. Tu me juges tout le temps. Elle est partie en trombe pour trouver maman, probablement pour obtenir la sympathie que je n'avais pas réussi à lui fournir. Je suis resté là, dans la cuisine, un sentiment de prémonition m'envahissant. La moue de Haley, la promesse facile de mon père, le dédain de ma mère. Tout cela ressemblait à une tempête qui se préparait juste à l'horizon. Si seulement j'avais écouté ce sentiment. Si seulement j'avais su que le désir de vacances de Haley et l'incapacité de mes parents à jamais lui dire non étaient sur le point d'entrer en collision avec la seule chose que j'avais jamais vraiment aimée. Si seulement j'avais su ce que tu ne comprendrais pas signifiait vraiment. Le vol de retour de Londres a été long. 20 heures. D'affilée d'air recyclé et du bourdonnement grave des réacteurs. J'étais épuisé, mais c'était une bonne fatigue. Le projet avait été un immense succès. J'avais obtenu de meilleurs résultats que quiconque ne s'y attendait. Et mon patron m'avait pratiquement promis une promotion à mon retour. J'avais passé un mois à naviguer dans une nouvelle ville, à diriger une équipe et à me prouver une fois de plus que je pouvais gérer tout ce qu'on me lançait. Alors que l'avion descendait au-dessus du quadrillage familier des lumières de Chicago, une seule pensée a percé le décalage horaire. Je vais pouvoir conduire ma voiture. Cette pensée a été une secousse de pure joie. J'imaginais me glisser dans le siège du conducteur. L'odeur du vieux cuir, la sensation du volant en bois dans mes mains. Je pouvais déjà entendre le rugissement satisfaisant du moteur qui démarrait. Cette voiture n'était pas juste une machine. C'était la manifestation physique de mon dur labeur. La conduire était ma récompense. Après
Un trajet en taxi qui a semblé durer une éternité, je suis enfin arrivé chez mes parents. Il était tard et les lumières étaient éteintes, à l'exception d'une faible lampe dans le salon. Je suis entré avec la clé qu'ils m'avaient donnée, traînant ma lourde valise derrière moi. La maison était silencieuse. J'ai laissé mes bagages dans l'entrée, trop excité pour même les monter dans mon ancienne chambre. La première chose que je devais faire, la seule chose qui comptait, c'était de voir ma voiture. J'ai allumé l'interrupteur du garage. Les néons ont fredonné une seconde avant de jeter une lumière froide et stérile sur le sol en béton. Mon cœur s'est arrêté. Puis il a recommencé à battre, un rythme frénétique et douloureux contre mes côtes. Le garage était vide. Pas seulement. Ma voiture a disparu, vide. Il était caverneusement vide. La tondeuse de papa était poussée contre un mur, et quelques outils de jardinage poussiéreux étaient accrochés à l'autre. Mais l'espace où ma belle et rutilante Corvette rouge rallye aurait dû se trouver était un vide béant. C'était une dent manquante dans le sourire de mon retour à la maison. Un instant, j'ai essayé de raisonner ma panique. Peut-être que papa l'a déplacée. Peut-être qu'elle est dans l'allée. Peut-être qu'il l'a emmenée chez un mécanicien pour une mise au point, en guise de surprise. J'ai cherché à tâtons le bouton pour ouvrir la porte principale du garage, les mains tremblantes. La porte a gémi en se levant, révélant l'allée sombre et vide. Pas de voiture. Je suis retourné en courant à l'intérieur, la poitrine serrée, une terreur froide se propageant en moi comme de la glace dans mes veines. Maman. Papa, ai-je crié, la voix brisée. Des lumières se sont allumées à l'étage. J'ai entendu des pas. Puis mon père est apparu en haut des escaliers, enfilant un peignoir. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu rentres tard. La voiture, ai-je dit, d'une voix à peine audible. Où est ma voiture? Ma mère est apparue derrière lui, le visage encore doux de sommeil. Ils ont descendu les escaliers lentement, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Ils ont échangé un regard. Ce n'était pas un regard de confusion. C'était un regard d'autre chose, un secret partagé, une décision prise. Ce simple coup d'œil m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir avant même qu'il n'ouvre la bouche. Mon père s'est éclairci la gorge. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Il regardait le sol, le mur, un point au-dessus de mon épaule. Ma chérie, ta sœur avait besoin d'aide. Les mots n'avaient aucun sens. C'était comme s'il parlait une langue étrangère. De l'aide pourquoi? Qu'est-ce que allait avait à voir avec ma voiture? Ma mère s'est avancée, son expression calme, presque placide. C'était le même regard qu'elle m'avait lancé quand je m'étais cassé le bras. Pas d'inquiétude, mais de justification lasse. Sa voix était douce, mais les mots étaient aussi tranchants que du verre brisé. Nous l'avons vendue pour son voyage à Bali. Tu sais à quel point elle voulait y aller. Je l'ai dévisagée, certaine d'avoir mal entendu. Le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine semblait soudain assourdissant. Ma propre respiration résonnait fort et rauque à mes oreilles. Vous avez fait quoi? Nous l'avons vendue, a-t-elle répété un peu plus fermement cette fois, comme si le répéter le rendait plus raisonnable. Allait était si contrariée, Chloé. Ses amis y allaient toutes et elle allait être laissée de côté. Nous ne pouvions pas laisser ça arriver. J'ai senti le sol basculer sous mes pieds. Vendu. Les mots résonnaient dans la maison silencieuse. Ils avaient pris mon rêve, la chose dans laquelle j'avais investi 5 ans de ma vie, et ils l'avaient liquidé pour des vacances de 2 semaines. Pour les sentiments de allez. Vous n'aviez pas le droit, ai-je dit, la voix tremblante d'un mélange de choc et de rage. C'était ma voiture.
J'ai gagné cette voiture. Je vous ai fait confiance. Mon père m'a enfin regardé, son expression suppliante. Nous allions te le dire à ton retour. Nous allions trouver un moyen de te rembourser. Un jour ou l'autre. Mais ma mère l'a interrompu. Elle a fait un autre pas vers moi, son ton passant de la justification à une étrange sorte de réprimande. Comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Chloé, ne sois pas si dramatique. Ce n'est qu'un objet. Tu gagnes si bien ta vie maintenant. Tu t'en sortiras. Tu peux simplement en acheter une autre. C'était ça. C'est à ce moment-là que tout s'est brisé. Ce n'est qu'un objet. Tu t'en sortiras. Les mêmes mots, le même sentiment qu'ils avaient utilisé toute ma vie. Ma force, mon succès, mon indépendance, ce n'étaient pas des choses dont il fallait être fier. C'était une autorisation pour ma famille de me négliger, de me prendre des choses, de rejeter mes sentiments parce qu'ils supposaient que je pouvais le supporter. Ma douleur était un inconvénient. Mes réussites n'étaient qu'une ressource qu'ils pouvaient exploiter pour le bien de Haley. Pendant un long moment, je n'ai pas pu respirer. J'ai regardé leur visage. Mon père, incapable de croiser mon regard, honteux, mais faible. Ma mère, me regardant avec une certitude vertueuse, croyant pleinement avoir fait ce qu'il fallait pour ça. 12 filles. Ils l'avaient fait. Ils avaient vendu la seule chose que j'aimais. Vraiment, la seule chose qui était entièrement et totalement à moi. La famille. D'abord, Chloé, a ajouté doucement maman, comme si c'était l'argument final et irréfutable qui me ferait comprendre. C'est là que les tremblements ont cessé. La rage brûlante dans ma poitrine s'est refroidie pour devenir quelque chose de dur et de lourd, comme un bloc de glace. Le chagrin et le choc se sont retirés. Remplacés par une clarté soudaine et glaçante. Ils pensaient avoir vendu ma voiture. Ils pensaient avoir pris mon rêve et l'avoir transformé en argent pour des vacances tropicales. Ils pensaient que le pire était passé, qu'ils n'avaient plus qu'à endurer un peu de ma colère avant que je ne m'en remette, comme je le faisais toujours. J'ai regardé le visage confiant de ma mère, puis celui coupable, de mon père. Un lent sourire froid s'est étalé sur mes lèvres. Ce n'était pas un sourire de paix ou de pardon. C'était un sourire d'une certitude absolue et terrifiante. J'ai laissé échapper un rire silencieux et sans humour. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait, ai-je murmuré. Ils m'ont dévisagé, confus par mon sourire. Le front de ma mère s'est plissé. Elle s'attendait à des larmes, des cris, une scène dramatique. Elle ne s'attendait pas au calme étrange qui s'était installé en moi. Elle ne comprenait pas que la douleur de leur trahison s'était consumée en un instant, remplacée par la logique froide et claire des conséquences. Ils pensaient que c'était un drame familial. Ils étaient sur le point de découvrir que c'était une affaire criminelle. Je me suis retourné sans un mot de plus, j'ai pris ma valise et je suis passé devant eux en direction des escaliers. Chloé, où vas-tu? A crié mon père derrière moi, la voix chargée de panique. Nous devons parler de ça. Nous n'avons rien à nous dire, ai-je répondu par-dessus mon épaule, sans ralentir le pas. J'ai juste un coup de fil à passer. Dans le calme stérile de ma chambre d'enfant, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient parfaitement stables. J'ai parcouru mes contacts. Et j'ai trouvé le nom d'Ethan, mon petit ami, le propriétaire de la voiture qu'il venait de vendre. Alors que le téléphone sonnait, mon esprit est revenu à la nuit précédant mon départ pour Londres. C'était un souvenir si clair que j'avais l'impression qu'il se reproduisait. Ethan et moi étions dans mon garage. Celui que je louais en ville. Ma Corvette était garée sous les lumières, sa peinture rouge ressemblant à du feu liquide. Ethan était adossé à sa propre voiture,
garée à la place voisine. Sa voiture était aussi une Corvette Stingray. De 1969, également rouge rallye. Pour un observateur occasionnel, elle était jumelle, mais elle n'était pas identique. La mienne était un modèle original avec numéro correspondant, méticuleusement restauré avec des pièces d'usine, une pièce d'investissement valant une petite fortune. La sienne était une réplique, brillante, certes. Il l'avait construite lui-même avec son père, en utilisant la carrosserie d'un modèle de 1972 moins précieux et en l'équipant des pare-chocs chromés et des ouïes latérales pour imiter parfaitement l'emblématique 69. Elle avait un moteur moderne puissant et une belle finition. Mais pour un collectionneur, elle valait peut-être un cinquième de la mienne. C'était une voiture pour le plaisir, pour conduire sans crainte. Je ne suis toujours pas sûr de ça, Chloé, avait-il dit en désignant ma voiture. Là. Laissez à tes parents. Après tout ce que tu m'as dit sur eux et ta sœur. Ethan était un pragmatique. C'était un ingénieur en mécanique qui voyait le monde comme une série de systèmes. L'émotion était une variable dont il tenait compte, mais il faisait toujours plus confiance à la logique. Il avait écouté mes histoires sur ma famille avec une sympathie silencieuse et analytique. Il ne comprenait pas le réseau complexe de culpabilité et d'obligation que je ressentais. Il voyait juste une équation déséquilibrée. Tout ira bien. Avais-je insisté, essayant de me convaincre autant que lui. Je leur ai donné des instructions strictes. Papa a promis. Ethan avait simplement secoué la tête, un petit sourire cynique sur le visage. Les promesses ne sont que des points de données, Chloé, et les données que tu m'as fournies sur ta famille suggèrent une forte probabilité de défaillance du système. Il s'est écarté de sa voiture et s'est dirigé vers la mienne. Il a passé doucement une main sur l'aile. Cette voiture, c'est le travail de ta vie. Je ne te laisserai pas là. Laissée dans un endroit non sécurisé. C'est leur garage. C'est parfaitement sécurisé, ai-je argumenté. Je ne parle pas de vol, a-t-il dit, me regardant droit dans les yeux. Je parle de Haley. Que se passera-t-il quand elle aura besoin d'argent pour un nouveau sac à main ou un week-end à Napa? Ta mère et ton père ne lui ont jamais dit non. Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils vont commencer maintenant avec un actif de 85 000 $ juste sous leur nez? Ces paroles m'ont glacé le sang parce que je savais qu'il avait raison. Je le savais. Au fond de moi. Ce petit nœud d'angoisse que j'avais ressenti était mon intuition qui me disait la même chose. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire, ai-je demandé, la voix faible. C'est là qu'il a exposé son plan. C'était simple, logique et brillant. On les échange, a-t-il dit. Je prendrai la tienne dans mon box de stockage. C'est climatisé, sous surveillance. Vidéo, un vrai Fort Knox. Tu emmènes ma réplique chez tes parents. Elles sont identiques. Tes parents ne verront pas la différence. Personne ne la verra. Si je me trompe, tu reviens dans un mois, on les rééchange, et personne n'en saura rien. Si j'ai raison. Il s'est interrompu, laissant l'implication en suspens. À l'époque, j'avais l'impression de trahir ma propre famille rien qu'en y pensant. C'était sournois et méfiant. Mais la peur de perdre ma voiture, ma vraie voiture, était plus forte. Alors, nous l'avons fait. Cette nuit-là, à la faveur de l'obscurité, nous avons conduit les deux voitures sur un parking calme et vide et avons échangé les plaques d'immatriculation. Le lendemain, j'ai conduit sa belle et puissante, mais finalement remplaçable, réplique chez mes parents. Je l'ai garée dans leur garage et j'ai donné à mon père les clés d'une voiture qui n'était pas la mienne. Pendant tout ce temps, un sentiment de culpabilité malsain luttait contre un sentiment de profond soulagement. Le téléphone a cliqué dans mon oreille, me ramenant au présent. La voix d'Ethan. Calme et posée,
est parvenu à travers la ligne. Chloé, tout va bien? Tu es de retour. J'ai pris une profonde inspiration. Ethan, ai-je dit, ma voix. Aussi égale que la sienne. Tu avais raison. Il y a eu une pause à l'autre. Bouh. Oh, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration. De sinistre confirmation. Ils l'ont fait, n'est-ce pas? Ils l'ont vendu. Ai-je dit. Pour aller, pour un voyage à Bali. Je l'ai entendu expirer. Lentement. Il n'était pas en colère. Il était quelque chose de bien plus. Dangereux. Méthodique. D'accord, a-t-il dit. T'ont-ils dit pour combien? Non, ai-je répondu. Découvre-le, et découvre à qui ils l'ont vendu. Obtiens un nom, puis attends. Ne leur parle pas. Ne te dispute pas avec eux. Je serai là demain matin. On va s'occuper de ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Ai-je demandé. Chloé, a-t-il dit, et sa voix était de l'acier froid. Ils n'ont pas seulement trahi ta confiance. Ils ont volé ma propriété, et ils ont presque certainement falsifié ma signature sur le titre de propriété pour le faire. Ce n'est plus un problème de famille. C'est un crime. J'ai raccroché. J'ai enfin compris le sourire qui avait été sur mon visage en bas. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de la clarté parfaite et indéniable de la situation. Mes parents avaient fait un choix. Ils avaient choisi le bonheur éphémère de aller plutôt que le travail de ma vie. Ils avaient joué, pensant que j'étais la seule à devoir en payer le prix. Mais ils avaient vendu la mauvaise voiture. Ils ne m'avaient pas volé, moi. La fille dont ils savaient qu'elle trouverait une solution. Ils avaient volé Ethan. Et contrairement à moi, Ethan ne croyait pas qu'il fallait laisser passer les choses en famille. Il croyait au système. Et le système dans lequel il venait d'entrer était le système judiciaire. J'ai passé la nuit dans mon ancienne chambre, la porte verrouillée. Je n'ai pas dormi. Je suis juste resté assis sur le lit à écouter les bruits de la maison. Je pouvais entendre les chuchotements étouffés de mes parents en bas. Je pouvais les entendre faire les 100 pas. J'ai entendu le téléphone sonner une fois. J'ai supposé qu'ils appelaient Allais, lui disant probablement que je surréagissais. Ils essayaient de trouver comment me gérer. Comment arranger les choses comme ils le faisaient toujours. Ils opéraient selon les anciennes règles où mes sentiments étaient le seul obstacle. Ils n'avaient aucune idée que les règles avaient changé et qu'une tempête se dirigeait droit sur eux. Le lendemain matin, je suis descendu. Ma mère était dans la cuisine en train de faire du café, le visage tendu. Elle avait répété un discours. Je pouvais le voir dans ses yeux. Chloé, ma chérie, a-t-elle commencé, d'une voix artificiellement douce. Ton père et moi avons parlé, et nous savons que tu es contrarié. Nous sommes vraiment désolés. Nous aurions dû te demander. Mais nous pouvons arranger ça. Nous mettrons en place un plan de paiement. Chaque mois, nous. La sonnette a retenti, l'interrompant. Je suis passé devant elle pour répondre. Ethan se tenait sur le seuil. Il n'était pas habillé pour un combat. Il portait une simple veste, un jean, et une expression calme et indéchiffrable sur le visage. Il avait l'air d'être venu pour réparer un robinet qui fuit, pas pour démanteler une famille. Ethan, ai-je dit, m'écartant pour le laisser entrer. Mes parents se sont figés en le voyant. Mon père est sorti du salon, un journal à la main. Ethan, qu'est-ce que tu fais ici, a-t-il demandé, la voix chancelante. Bonjour, Marc. Carole, a dit poliment Ethan. Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. Le visage de ma mère est devenu vide de confusion. Je ne comprends pas.
La voiture, ah. Dit Ethan, sa voix plate et dénuée d'émotion. La Corvette de 1969 que vous aviez dans votre garage. Vous l'avez vendue. Le problème, c'est que ce n'était pas la voiture de Chloé. C'était la mienne. Elle l'a gardée juste ici pour moi. La couleur a quitté le visage de ma mère. Mon père a laissé tomber son journal. Il a heurté le sol avec un bruit sourd qui a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Quoi? De quoi tu parles? A balbutié papa. C'était la voiture de Chloé. Non, l'a corrigé doucement Ethan. La voiture de Chloé est en sécurité dans un box de stockage. La voiture que vous avez vendue était ma voiture, immatriculée à mon nom. Le titre de propriété était à mon nom. Il a fait une pause, laissant les mots s'imprégner. Ce qui m'amène à ma question suivante. Comment exactement avez-vous vendu un véhicule que vous ne possédiez pas? Le service des immatriculations est généralement assez strict sur la présence du propriétaire pour signer le titre. Mon père est devenu pâle. Il a regardé ma mère, qui avait l'air sur le point de s'évanouir. La vérité sur ce qu'ils avaient fait commençait enfin à leur apparaître, et c'était bien plus terrifiant que ma colère. Ils n'avaient pas seulement commis une terrible erreur. Ils avaient commis un crime, une série de crimes. C'était une urgence, a murmuré ma mère, la voix tremblante. Pour allez. Ce n'est pas une défense légale, a dit froidement Ethan. Il a sorti un petit carnet et un stylo de la poche de sa veste. Je vais avoir besoin du nom et des coordonnées de la personne à qui vous l'avez vendu, et du montant exact pour lequel vous l'avez vendu. Attends une minute, a dit mon père. Essayant de retrouver une once d'autorité, la voix bravache. C'est une affaire de famille. On peut régler ça sans impliquer. Sans impliquer quoi, Marc? A demandé Ethan, le regard perçant. Des avocats? La police? Parce que ce que vous avez fait ici, c'est ce qu'on appelle un vol de véhicule qualifié. C'est un délit grave dans l'Illinois. Et comme vous l'avez vendu, cela ajoute la fraude et probablement la falsification à la liste. La falsification d'un titre de propriété de véhicule est un délit grave. On parle potentiellement de 10 ans de prison ou plus. Pour vous deux. Maman a fondu en larmes. Un grand sanglot. Étranglée de pure terreur. Ce n'était pas le genre de problème qu'elle pouvait régler avec un discours réconfortant. Il ne s'agissait pas de sentiments blessés. Il s'agissait de prison. On ne savait pas, a-t-elle pleuré, me regardant, les yeux suppliants. Chloé, dis-lui. On pensait que c'était ta voiture. On ne lui aurait jamais. C'était le moment. Le moment où ils se sont tournés vers moi, la forte, celle qui trouvait toujours des solutions pour régler le désordre qu'ils avaient créé. Ils avaient provoqué une catastrophe pour plaire à ma sœur. Et maintenant, ils s'attendaient à ce que je les protège des conséquences. Je suis resté là. Je n'ai pas dit un mot. Je les ai juste regardés. Mon visage un masque de pierre. Je me suis souvenu de chaque fois où ils avaient rejeté ma douleur. Chaque fois où ils m'avaient dit de gérer mes propres problèmes, chaque fois où ils l'avaient choisi elle plutôt que moi. Je me suis souvenu de mon bras cassé, de ma lettre d'admission à l'université. Des 5 années que j'avais passées à tout sacrifier pour un rêve qu'ils avaient vendu pour de l'argent de poche. Chloé, s'il te plaît, a supplié mon père. La voix brisée. Il t'écoutera. Nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. Nous te rembourserons. Nous le rembourserons. Règle juste ça. Et dans son désespoir, il a révélé la laide vérité. Il n'avait toujours pas compris. Ils ne me voyaient pas comme une fille qu'ils avaient lésée. Ils me voyaient comme un outil, une fonction,
la réparatrice de la famille. Il n'y a rien à régler, papa, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Vous avez enfreint la loi. Ethan est la victime ici. C'est entre vous et lui. Ethan, qui avait attendu patiemment, a cliqué son stylo. Les informations de l'acheteur, s'il vous plaît. Vaincu, mon père a marmonné un nom, un homme nommé Jim Peterson. Et un prix, $50 000. Ils avaient vendu une voiture de $85 000, ou ce qu'ils croyaient en être une, pour une vente rapide en liquide. Ils n'étaient pas seulement des voleurs, ils étaient des voleurs incompétents. Juste à ce moment-là, la porte de derrière s'est ouverte et Haley est entrée, un smoothie à la main. Et, j'ai entendu dire que Chloé était de retour. As-tu survécu? Oh. Elle s'est arrêtée net, voyant la scène dans la cuisine. Maman en larmes, papa avec une tête de fantôme, et Ethan debout là comme un bourreau. Qu'est-ce qui se passe? Tes parents ont volé ma voiture pour payer tes vacances, Haley, a dit Ethan sans la moindre trace d'accusation dans sa voix. C'était juste un fait. Et maintenant, il risque d'aller en prison pour ça. Le smoothie de Haley lui a glissé des mains, s'éclatant sur le sol impeccable de la cuisine dans une gerbe rose écœurante. Son visage, pour la première fois de sa vie, était un masque d'horreur pur et sans mélange. Le voyage à Bali ne semblait plus si important. Les jours qui ont suivi ont été un flou de silence tendu et de panique silencieuse. Mes parents se déplaçaient dans la maison comme des fantômes, ne parlant que par chuchotements étouffés et terrifiés. Haley m'appelait une douzaine de fois par jour, alternant entre des excuses en larmes et des supplications désespérées pour que je fasse quelque chose. Je n'ai pas répondu. Je suis resté dans un hôtel en ville, laissant les conséquences de leurs actes s'installer dans la maison de banlieue qui avait été la mienne. Ce n'était pas mon bazar à nettoyer. Pour la première fois de ma vie, je les laissais se débrouiller. Ethan, fidèle à sa nature, a tout géré avec une efficacité glaçante. Il a contacté l'acheteur, Jim Peterson, un mécanicien à la retraite qui était ravi de son achat, mais qui était un homme honnête. Quand Ethan a expliqué la situation, que la voiture était un bien volé et que la vente était frauduleuse, Monsieur Peterson s'est montré étonnamment compréhensif. Il s'était douté que le prix était trop beau pour être vrai. Il a accepté de rendre la voiture en échange d'un remboursement complet de ses $50 000. Il voulait juste récupérer son argent et ne pas avoir de problème. Les problèmes, par conséquent, sont retombés entièrement sur mes parents. Une semaine plus tard, nous nous sommes tous retrouvés dans une salle de conférence stérile et intimidante au bureau d'un avocat au centre-ville. Ce n'était pas mon avocat. C'était celui d'Ethan. J'étais là simplement en tant que témoin, une observatrice silencieuse des événements. Mes parents étaient assis d'un côté d'eux. La table en acajou poli, l'air petit et vieux. Haley était assise entre eux, le visage pâle et les yeux rouges de larmes. Ethan et moi étions de l'autre côté. Il était l'image du calme et du contrôle. J'étais une statue. L'avocate d'Ethan, une femme vive nommée Madame Davis, a exposé les termes de l'accord qu'Ethan était prête à offrir. C'était, a-t-elle expliqué, un acte d'une extrême générosité car il leur éviterait le système de justice pénale. M et Madame Miller, a-t-elle commencé, la voix nette et professionnelle. Vous avez commis plusieurs crimes graves. Mon client, Monsieur Knight, a-t-elle dit en désignant Ethan, est la seule victime de ces crimes et est donc en mesure de dicter les termes d'un règlement privé. Si vous acceptez ces termes, il refusera de porter plainte. Mon père a hoché la tête d'un air hébété, ses mains tremblant sur la table. Les termes sont les suivants, a poursuivi Madame Davis en lisant un document. Premièrement, vous rembourserez immédiatement les $50 000 à Monsieur Peterson pour récupérer le véhicule. Deuxièmement,
vous paierez à mon client 10 000 $ de dommages et intérêts pour l'utilisation non autorisée de sa propriété, la vente frauduleuse et les frais de justice engagés. Troisièmement, et ceci n'est pas négociable, vous signerez tous les deux ce document. Elle a fait glisser un papier sur la table. C'était une confession notariée. Elle détaillait tout ce qu'ils avaient fait, prendre sciemment un bien qui n'était pas le leur, falsifier le titre de propriété et le vendre sous de fausses déclarations. Cette confession sera conservée par mon cabinet, a-t-elle expliqué. Si vous ne respectez pas une partie de l'accord de paiement ou si un incident de ce genre se reproduit, ce document sera transmis au bureau du procureur et des poursuites pénales seront immédiatement engagées. Comprenez-vous? Ma mère a laissé échapper un petit sanglot étranglé. 6 000 $. C'était une somme astronomique pour eux. Ils ne l'avaient pas. Leur vie confortable de banlieue était bâtie sur une modeste pension et un revenu fixe, pas sur une montagne d'argent. Les semaines suivantes ont été le démantèlement de leur vie. Ils ont dû retirer chaque centime de leurs économies, vidant le compte qu'ils avaient soigneusement constitué pour leur retraite. Ce n'était pas suffisant. Mon père a dû contracter un prêt à taux d'intérêt élevé sur sa pension, sacrifiant une part importante de sa future sécurité financière. Toujours pas assez. La dernière pièce est venue de ma mère. J'étais à la maison un après-midi pour récupérer le reste de mon courrier quand je l'ai vu dans sa chambre, une petite boîte doublée de velours ouverte sur son lit. Elle sortait ses bijoux, le collier de perles de sa mère, les boucles d'oreilles en diamant que mon père lui avait acheté pour leur 25e anniversaire, les bracelets en or qu'elle portait lors d'occasion spéciale. Chaque pièce était un souvenir, un symbole de la vie sûre et confortable qu'elle avait chérie. Elle les mettait dans un sac pour les emmener chez un bijoutier afin de les vendre pour leur valeur brute. Ses mains tremblaient. Et puis il y avait Allais. Les 5 000 $ qu'elle avait obtenus pour la voiture, l'argent qu'elle avait mis de côté pour son voyage à Bali, ont été les premiers à aller dans le pot commun. Elle a dû appeler ses amis pour leur dire qu'elle ne venait pas. Elle a dû écouter leurs réponses déçues, sachant qu'elle avait causé tout cela à elle-même et à nos parents. Le jour où ils ont remis le chèque de banque à l'avocate d'État n'était gris et froid. Mes parents avaient l'air vaincus. L'arrogance avait disparu, remplacée par une honte creusée. Fragile. Alors que nous quittions le bureau, ma mère m'a arrêté dans le couloir. Nous essayons juste d'aider ta sœur, a-t-elle dit doucement, la voix chargée de larmes non versées. Ce n'était plus une excuse. C'était un appel à la compréhension, à une sorte d'absolution. Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait toujours vu comme secondaire, comme un personnage de soutien dans l'histoire de Allais. J'ai ressenti une lueur de quelque chose. Pas de la pitié, mais une profonde tristesse pour les dommages qu'il nous avait causés à tous. J'ai hoché la tête. Et moi, je vous aide simplement à comprendre les conséquences, ai-je répondu. Il n'y a pas eu de câlin, pas de mots réconfortants. Je me suis juste retourné et je suis parti. La dynamique de pouvoir dans notre famille avait été irrévocablement brisée, puis reconstruite. Sur des fondations de vérité froide et dure. Leur amour avait été conditionnel. Mon silence était désormais absolu. Des mois plus tard, le monde avait l'air différent. L'explosion bruyante et dramatique du règlement de compte s'était calmée en un silence poussiéreux. Les changements n'ont pas été soudains ou cinématographiques. C'étaient des changements lents et subtils dans le paysage de notre famille. Allais, pour la première fois de sa vie, a été forcé de se débrouiller seul. Le filet de sécurité financier de nos parents ayant disparu. Elle ne pouvait plus se permettre son appartement branché. Elle a emménagé dans un minuscule studio dans un quartier moins à la mode et a pris un deuxième emploi, de serveuse les week-ends. J'entendais parfois par des connaissances
Commune qu'elle était fatiguée, qu'elle se plaignait de travailler autant. Mais elle n'a pas démissionné. Elle payait ses propres factures. La fragilité que mes parents avaient si soigneusement cultivée en elle était consumée par la nécessité, remplacée par une résilience qu'elle ne se connaissait pas. Elle devenait forte, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle le devait. Mon père a commencé à essayer de reconstruire un pont. Pas avec de grands gestes. Ou des cadeaux coûteux. Ses jours étaient révolus. C'était avec de petites choses. Il m'envoyait des textos juste pour savoir comment s'était passée ma journée. Il a commencé à lire des articles sur le secteur de la finance. Essayant de comprendre mon monde. Il utilisait des mots, pas de l'argent, pour montrer qu'il se souciait de moi. C'était maladroit et gauche, mais c'était un début. Il essayait de me voir, moi, Chloé, pas seulement la forte. Ma mère? C'était une autre histoire. Le silence de sa part était le plus assourdissant. Notre relation était fracturée, peut-être de manière irréparable. La perte de sa sécurité financière était un rappel amer et constant de son erreur. Mais plus que ça, je pense qu'elle pleurait la perte de la structure familiale qu'elle avait construite. Celle où elle était la protectrice de sa douce fille, où son amour pouvait résoudre n'importe quel problème. Elle avait appris une leçon. Mais cela lui avait coûté la seule chose qu'elle avait toujours tenue pour acquise, mon respect. Un bel après-midi de samedi en automne, j'ai sorti ma vraie Corvette de son box de stockage sécurisé. Ethan et moi l'avions récupérée. Le lendemain du jour où il avait retrouvé sa réplique. Elle était tout aussi parfaite que dans mon souvenir. J'ai passé la matinée à la laver et à la cirer. Jusqu'à ce que la peinture rouge râlie soit si profonde qu'on aurait cru pouvoir y plonger. Puis j'ai juste conduit. Je n'avais pas de destination. Je voulais juste sentir le moteur gronder, sentir la puissance sous mon contrôle. Je me suis retrouvé sur les routes familières menant à la banlieue de mes parents. Je n'y allais pas pour une confrontation ou pour jubiler. C'était plutôt comme un dernier pèlerinage, la clôture d'un chapitre. En descendant leur rue, j'ai vu ma mère dans le jardin en train de râteler les feuilles. Elle a d'abord entendu le moteur, ce ronronnement rauque et distinctif. Elle a levé les yeux et son regard s'est fixé sur la voiture. Elle s'est figée, le râteau lâchement tenu dans ses mains. Elle l'a vue, étincelante, puissante, et indéniablement mienne. C'était la voiture qu'elle avait essayé de prendre, le rêve qu'elle avait essayé de vendre. Et la voilà, en parfait état, avec moi au volant. J'ai vu le mélange complexe d'émotions sur son visage. La honte, le regret, peut-être même un peu d'admiration. Elle a pleuré. Je pouvais voir ses épaules secouées par les sanglots silencieux. Je n'ai pas klaxonné. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je n'ai même pas souri. J'ai juste gardé les yeux sur la route et je suis passé. J'ai appuyé sur l'accélérateur et la Corvette a bondi en avant. Le son du moteur comme un pardon silencieux. Pas pour eux, mais pour moi-même. Le pardon d'avoir jamais cru que j'avais besoin de leur approbation pour être complète. Il y a des choses que l'on peut reconstruire. Un compte d'épargne, un peu de confiance, une conversation fracturée. Il y a des choses que l'on ne peut pas. L'amour facile et inconditionnel qu'un enfant devrait avoir pour un parent avait disparu, et nous ne pourrions jamais le retrouver. Et parfois, la paix ne réside pas dans la réconciliation. Parfois, elle réside dans l'acceptation. Parfois, la paix ressemble au rugissement d'un moteur de Corvette s'éloignant de gens qui ont enfin appris que tout dans votre vie ne leur appartient pas, surtout votre force.